D'abord, merci d'être parmi nous. Nous allons donc vous demander de faire la... Alors, je pense que vous allez faire votre conférence en direct, à moins que vous préfériez qu'on envoie le préenregistré. Alors, donc, alors, on va vous donner la parole. Merci beaucoup d'intervenir dans notre journée et surtout d'en assurer la conclusion. Je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, mais vous avez occupé plein d'autres occupations. Une que j'ai retenue parmi toutes vos autres qui nous importe en plus aujourd'hui, c'est le fait que vous avez travaillé avec l'OMS. Et donc, on va vous écouter. Madame, À tout de Monsieur, suite. chers collègues, c'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette réunion. Malheureusement, je ne peux pas être présente avec vous physiquement, mais naturellement, je suis tout à fait branchée sur les discussions d'aujourd'hui. Donc, ma présentation d'aujourd'hui va essayer de faire un argumentaire, de savoir est-ce qu'effectivement le vaccin contre la Covid-19 est-il ou doit-il être un bien public mondial, comme ça a été discuté, comme ça a été proposé par le président Macron, ou est-ce qu'en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est ce qu'on pourrait dire en anglais, business as usual, et en fait, les logiques des affaires, en fait, empêchent que ce vaccin devienne un bien public mondial. Donc, voyons d'abord la situation telle qu'elle était au début de la pandémie et où nous en sommes maintenant. Donc, dans cette diapositive, vous voyez, alors je n'ai pu trouver des diapositives qui étaient plus vieilles que celle-là, c'est une de septembre 2020, donc il y a un an exactement. Et à ce moment-là, l'OMS décomptait plus de 200 vaccins Covid-19 en cours de développement. Alors, comme vous voyez, il y avait à ce moment-là, presque 150 vaccins qui étaient en développement préclinique, donc qui n'avaient pas atteint la phase d'essai chez l'homme, et 40 candidats vaccins qui étaient déjà en évaluation clinique. Et tout ça, il faut bien le dire, à 9 mois après le début de l'apparition du SARS-CoV-2 et donc très peu de temps après le déclenchement de la pandémie. Alors, quels étaient ce type de vaccins? Comme vous voyez, il y avait plusieurs types, et on voit ici dans cette diapositive à quel stade ils étaient, mais en gros, on a les vaccins qui sont basés sur le virus lui-même, les vaccins qui sont basés sur des vecteurs viraux, les vaccins qui sont basés sur de l'ARN ou de l'ADN et les vaccins basés sur des protéines. Alors, qu'est-il arrivé à tous ces vaccins en développement? Alors, juste pour aller rapidement, mais sans insister sur les différents types de technologies, donc la grande nouvelle, effectivement, des vaccins Covid, ça a été le développement et le grand succès des vaccins basés sur des plateformes d'ARN messager ou d'ADN. Alors, que font ces vaccins? Eh bien, on travaille avec de l'ADN, donc ça, ce sont des plasmides, soit avec de l'ARN qui est produit en faisant une transcription d'un plasmide. On injecte ça directement dans le muscle, avec ou sans électroporation pour l'ADN, et donc les peptides sont fabriqués dans la personne, dans le muscle. Les peptides sont présentés et déclenchent une réponse immunitaire. Alors, les vaccins basés sur une plateforme virale atténuée sont un peu différents, mais ont aussi quelque chose de semblable, c'est que pour ces deux types de plateformes, les protéines pour lesquelles on veut vacciner, qu'on amène au système immunitaire, sont fabriquées à l'intérieur de l'organisme qui est vacciné, soit suite à la transcription d'ARN, d'ADN, soit basées sur la production de protéines à partir d'un vecteur viral. Alors encore deux catégories, certains de ces vecteurs viraux sont replicatifs, on n'en a pas très avancé dans le domaine du Covid actuellement, mais pour Ebola par exemple, le vaccin Ebola, le premier vaccin Ebola qui a été enregistré est un vaccin basé sur le virus VSV qui est replicatif, et on a plutôt pour le Covid-19 des vaccins non réplicatifs basés sur des vecteurs non réplicatifs et en particulier sur l'adénovirus. Même système, on injecte ces vecteurs, production de la protéine à l'intérieur de l'organisme vacciné, présentation des peptides, induction d'une réponse immunitaire. Alors, les deux autres plateformes sont indiquées ici. Alors, la plateforme la plus traditionnelle, qui est faite de vaccins atténués ou inactivés, donc consiste à utiliser le virus lui-même. Alors, dans le cas du virus inactivé, en dessous,
dans le panel du dessous, eh bien, on inactive le virus avec des traitements chimiques et on l'injecte tel quel avec des adjuvants. Dans le cas d'un vaccin atténué, on essaye par le biais de changements de codons, d'élimination de certaines séquences, d'atténuer le virus qui est utilisé donc comme un vecteur vivant. Donc c'est une technologie extrêmement bien connue pour les vaccins humains aussi bien que les vaccins vétérinaires. La dernière technologie dont je vais parler, ce sont les vaccins sous-unitaires. Alors, c'est une technologie qui est traditionnelle aussi pour les vaccins maintenant. Il s'agit là de purifier l'antigène, la protéine qu'on veut utiliser pour vacciner. Alors, on la produit, on la purifie dans des fermenteurs, dans des systèmes de culture, et on la récolte. On ajoute en général un adjuvant et c'est ce mélange protéines soit sous forme particulaire, soit sous forme soluble qui est injecté avec un adjuvant. Ces protéines sont dégradées sous forme de peptides, pris en charge par les systèmes immunitaires pour déclencher une réponse immune. Alors, quels étaient les grands, avant de voir les résultats des vaccins, j'aimerais plutôt poser la question de savoir quelles étaient les grandes questions qu'on avait il y a un an, même au début de l'année. De quoi n'étions-nous pas sûrs et de quoi fallait-il s'assurer si on voulait envisager de vacciner la population du monde contre le Covid-19 ? Alors, j'ai groupé ces grandes questions en quatre chapitres. La première, c'est la sécurité, puis l'efficacité dans la vraie vie, et enfin la durée de la protection et la protection contre la transmission. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions, mais ce sont vraiment celles qui ont amené à coalescer les questions majeures des scientifiques. Alors, pour la première question, ces vaccins sont-ils bien tolérés ? Oui ou non ? Et est-ce qu'ils entraînent ou pas des effets secondaires graves ? En effet, comme vous savez, pour la médecine, le principe est qu'il faut d'abord pas nuire, et donc il est très important de s'assurer de la tolérance et de la sécurité des vaccins, puisqu'ils sont administrés à des personnes qui ne sont pas malades. Donc voilà, j'ai quelques diapositives qui vous montrent les données qu'on a eues très rapidement. Alors ici, ce sont des données qui ont été obtenues avec le vaccin de Moderna. Donc Moderna a développé un vaccin basé sur de l'ARN messager. Donc encore une fois, une technologie qui a eu l'occasion avec le Covid de faire preuve de son efficacité, mais qu'on n'avait encore jamais expérimenté chez l'homme avant. Donc comme vous voyez ici, ce Moderna utilise 100 microgrammes d'ARN messager avec des liposomes. Et on voit ici que, vous voyez dans les deux panels, les effets secondaires qui sont induits par la vaccination. Alors vous voyez donc sur chacun des panels à gauche et à droite, vous voyez des types de réactions différentes. Vous voyez les âges, ensuite les différents groupes d'âge, et vous voyez l'intensité de l'effet secondaire qu'on note. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'en fait, ces vaccins sont ce qu'on appelle réactogènes, c'est-à-dire que contrairement à certains autres vaccins qui font très peu de réactions, ces vaccins induisent essentiellement donc un phénomène de douleur dans le bras, pas beaucoup de fièvre, mais parfois des maux de tête, de l'érythème, des myalgies, etc. Et ce que vous voyez très très clairement, c'est que en fait la réaction après la deuxième vaccination est plus forte qu'après la première. Donc des vaccins dont la tolérance est supportable, c'est-à-dire les personnes qui étaient immunisées n'ont pas arrêté et n'ont pas renoncé à avoir la deuxième dose de vaccin à cause de la tolérance, mais ce sont des vaccins qui sont réactogènes et il faut avertir les gens qui doivent être vaccinés pour leur dire bien à l'avance, vous aurez mal au bras. Alors, mais en dehors de cette tolérance, y a-t-il des effets secondaires ? Eh bien, on les connaît. C'est ça qui fait peur, évidemment, et ceux qui nous disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner parce qu'on n'a pas assez de recul, ils ont tort, parce qu'on a beaucoup de recul. Quand on voit il y a plus de 5 milliards de personnes qui ont été vaccinées, on connaît les effets secondaires, y compris les effets secondaires graves qui arrivent et qui sont rares. Et vous voyez que ici, je reprends les plus importants de ces effets secondaires. Donc, on sait
Depuis que ces vaccins sont administrés, c'est venu assez vite que les vaccins de Pfizer et BioNTech et le vaccin de Moderna, qui sont des vaccins ARN messagers, peuvent induire un phénomène d'anaphylaxie, à peu près chez 3 personnes vaccinées sur 1 million, donc faible mais important. C'est à cause de ça que les vaccinateurs gardent les personnes vaccinées à proximité pendant une quinzaine de minutes, surtout pour la première vaccination. On a vu plus récemment que le vaccin de Pfizer et BioNTech peut induire des cardiomyopathies chez les jeunes adultes, essentiellement chez les hommes, mais ces manifestations cardiaques sont réversibles et peu graves en général, aussi des fréquences très faibles. Le vaccin AstraZeneca est capable d'induire des événements thromboemboliques rares aussi, à peu près chez une personne sur 100 000, et le vaccin Janssen, de la même façon, peut induire des événements thromboemboliques, mais avec une fréquence inférieure à celle d'AstraZeneca. Alors, AstraZeneca et Janssen sont 2 vaccins qui sont basés sur des vecteurs non réplicatifs, donc sur de l'adénovirus. Alors, ça a été beaucoup commenté, et en raison de ces événements thromboemboliques, un certain nombre d'autorités de réglementation ont décidé et choisi de n'utiliser ces vaccins que chez les personnes de plus d'un certain âge, alors ça varie, 40, 50, 60, 65 ans, parce que, en fait, le risque-bénéfice pour les populations plus âgées est clairement au bénéfice de la vaccination, pour la vaccination, et donc le risque de ces éléments emboliques est beaucoup plus tolérable. Alors, deuxième grande question, ces vaccins sont-ils immunogènes? Est-ce qu'ils induisent des anticorps neutralisants? Est-ce qu'ils protègent contre la maladie dans les essais cliniques de phase 3, y compris, et on voudrait surtout que ce soit ça leur activité, chez les personnes âgées, vulnérables et les enfants? Enfin, protège-t-il aussi contre les variants? Alors, ici aussi, des données qui ont été publiées avec Moderna. Vous voyez ici que ce sont des données de la phase 3, toujours avec 100 microgrammes. Pardon, j'ai bougé quelque chose. Et vous voyez ici, le bandeau rose ici, que vous voyez, ce sont les taux d'anticorps neutralisants qu'on peut détecter chez les convalescents, donc ceux qui ont fait un Covid-19. Et vous voyez qu'ici, dans tous les groupes d'âge, chez Moderna, je ne devrais pas toucher chez Moderna, dans tous les groupes d'âge, eh bien, ce que vous voyez, c'est que les taux d'anticorps neutralisants qui sont mis en évidence sont plus importants que chez les personnes convalescentes. Donc, c'est une excellente nouvelle de voir que dans ces phases 3, il n'y avait pas de différence ou pas de différence marquée entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées. Alors depuis, on a eu une avalanche de résultats qui ont été communiqués par voie de communiqué de presse. Donc depuis le 9 novembre, où le premier résultat d'efficacité a été publié par Pfizer-BioNTech. Depuis, beaucoup de ces résultats ont été confirmés par des publications dans des revues à comité de lecture, pas tous encore, mais on a pu apprendre que le vaccin de Pfizer-BioNTech était efficace à plus de 95, Sputnik, un vaccin avec des adénovirus non réplicatifs efficaces à 92, Moderna, AstraZeneca, inactivé de Sinopharm et de Sinopharm efficace également, à une moindre mesure. Enfin, le vaccin de Novavax, qui est un vaccin basé sur une protéine purifiée, donc sous-unitaire, efficace presque à 90%. Le vaccin de Janssen, qui lui est un vaccin simple dose, basé sur des adénovirus, efficace à 67%. Qui dit mieux? Alors, ce que ça veut dire en tout cas, et c'est une excellente nouvelle, c'est qu'il n'est pas vraiment difficile de protéger contre le Covid-19. Toutes les plateformes qui ont été développées protègent, à des degrés variables évidemment, mais protègent, et on est loin de la situation un peu désespérante qu'on a avec le VIH, par exemple, pour lequel, malgré maintenant des décennies d'études, on n'a toujours pas réussi à trouver un vaccin efficace. Donc, bonne nouvelle, la plupart des vaccins qui ont été développés contre le Covid-19 protègent, en général à des niveaux très élevés, parfois un peu moins bien. Alors, ici, vous voyez une des données, encore une fois, de vaccination pour illustrer ce propos. Vous voyez les données sur l'efficacité ici du vaccin de Moderna, encore une fois. Vous voyez dans le panneau en haut à droite, vous voyez le nombre de cas
dans le groupe contrôle par les points noirs et dans les personnes vaccinées par la ligne bleue, par les points bleus. Et ce que vous voyez, c'est très rapidement après la deuxième dose, les deux courbes se séparent et vous voyez donc très rapidement, effectivement, le nombre de cas augmente chez les personnes non vaccinées et reste très peu important chez les personnes vaccinées, ce qui a amené donc à la détermination d'une efficacité de 94,1%. Alors, encore un autre, on ne pourrait rester pas dans Moderna, voilà l'efficacité du vaccin de Janssen. Vous voyez ici que ce vaccin, avec une seule dose, est efficace dans tous les groupes d'âge, avec une efficacité d'au moins 64% après le jour 14, donc après une dose unique. Un vaccin efficace à travers les groupes ethniques, puisqu'il a été testé chez des personnes de couleur, en plus des personnes d'origine européenne. Et on voit que le vaccin est un petit peu moins efficace chez les participants qui ont des maladies sous-jacentes, mais très bon résultat pour le vaccin de Janssen. Enfin, ces vaccins sont-ils efficaces chez les adolescents et les enfants? Ça, c'était un communiqué de presse de Pfizer-BioNTech de mars 2021, donc déjà il y a 6 mois, qui démontrait, ou qui faisait état, depuis ces résultats sont publiés, d'une efficacité de 100%, donc encore plus efficace que chez les adultes, chez les adolescents de 12 à 15 ans. Et depuis cette semaine, donc, Pfizer-BioNTech a publié un nouveau communiqué de presse disant que le vaccin était efficace chez les enfants, donc de 5 à 11 ans. Mais pour ceci, nous n'avons pas encore les résultats publiés dans une revue à comité de lecture. Donc, les vaccins sont bien immunogènes. Ils induisent une protection contre la maladie dans les essais cliniques et contre l'infection, y compris chez les personnes âgées, vulnérables et les enfants. Protège-t-il contre les variants? Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais oui, il protège contre les variants, bien que pour certains variants, la protection est diminuée, et en particulier, la protection contre le variant bêta est diminuée. La protection contre le variant delta, qui est le variant prédominant, est un peu moins importante que ce qu'il y avait par rapport au virus original, mais quand même une très bonne protection. Sont-ils efficaces dans la vraie vie? C'est ça qui nous importe à la fin. Et voilà, il y a actuellement beaucoup de publications qui sont en train de sortir sur ces données. Donc ici, une donnée avec Pfizer-BioNTech sur les résultats de la vaccination en Israël. Israël a l'avantage d'avoir vacciné très rapidement, donc les données d'Israël sont déjà très importantes et permettent d'inspirer le monde entier. Vous voyez ici que dans la vraie vie, chez les personnes de plus de 75 ans ou de 65 ou les personnes même de plus de 85 ans, on a une efficacité, une effectiveness de ce vaccin BioNTech, Pfizer, près de 95%. Donc, ce vaccin est efficace dans la vraie vie et donc c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Durée de protection, ça c'est quelque chose qui commence à être très discuté maintenant parce qu'effectivement c'est très bien un vaccin qui est protecteur, mais combien de temps va-t-il protéger? Faudra-t-il faire des rappels? Et si oui, après combien de temps? Et comme vous le savez, les autorités de réglementation et les gouvernements sont pour le moment partagés sur la réponse à donner à cette question. Protège-t-il contre la transmission? C'est important aussi parce qu'on voudrait, si on veut obtenir une immunité de population et protéger la société, effectivement, une protection contre la transmission est importante. Alors, ici, des données encore d'Israël. Vous voyez ici qu'effectivement, il y a une baisse de la protection contre l'infection, encore ceci, des résultats avec Pfizer-BioNTech. Et vous voyez ici que selon l'âge des populations, vous voyez à gauche, les premières colonnes à gauche sont les vaccinés de 16 à 39 ans, au milieu de 40 à 59 ans, et à droite, les personnes qui ont été vaccinées qui ont plus de 60 ans. Vous voyez ici la période dans laquelle ils ont été vaccinés, en noir en janvier de cette année, pardon, et vous voyez que plus la couleur est claire, en fait, plus les vaccinations sont récentes, et vous voyez que dans tous les groupes d'âge, il y a effectivement une baisse de l'efficacité de ce vaccin qui reste néanmoins
efficace. Alors, qu'en est-il pour la maladie grave? Et là, ce sont des résultats rassurants parce que vous voyez ici que l'efficacité contre la maladie grave ne baisse pas. On voit quelque chose peut-être pour les personnes vaccinées les plus longtemps chez les personnes d'âge moyen, mais ce que vous voyez, c'est que chez les personnes jeunes, l'efficacité pour la protection contre la maladie perdure, mais par contre, chez les personnes de plus de 60 ans, on a non seulement une baisse de la protection contre l'infection, mais aussi une baisse de la protection contre la maladie sévère, ce qui justifie pour ces groupes vulnérables, une dose de rappel. Et la France a effectivement acté de la nécessité de revacciner les personnes de plus de 65 ans avec une dose de rappel à partir du mois de septembre. Donc, quelles sont les réponses à ces grandes questions? La première question, oui, les vaccins sont sûrs avec de très rares effets secondaires graves. Oui, ces vaccins sont efficaces, ils sont efficaces dans la vraie vie et la durée de la protection, eh bien, ils protègent au moins 6 à 8 mois et semblerait-il bien plus contre la mortalité et la maladie sévère. Alors, où en sommes-nous du nombre de vaccins? On avait vu où on en était il y a un an. Maintenant, un an après, en septembre 2021, vous voyez qu'il y a encore 53 vaccins qui sont en essai de phase 1, donc au début des essais chez l'homme. On ne compte plus les vaccins qui sont dans les phases non cliniques, précliniques. 43 vaccins qui sont en phase 2, 32 en phase 3, et on a 8 vaccins approuvés, 13 autorisés et 5 vaccins qui ont été abandonnés après des essais cliniques. Alors, la différence entre autorisé et approuvé, ça dépend des juridictions, ça dépend si c'est la FDA, si c'est l'EMA, si c'est la Russie, d'autres pays, la Chine. Mais pour le moment, un seul vaccin a son approbation totale et définitive par la FDA et c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech. Alors, les 5 vaccins abandonnés, les voici. Donc, le vaccin sous-unitaire de CSL en Australie, des vaccins à vecteurs viraux donc développés basés sur l'adénovirus Altimmune, qui était administré par voie nasale, le vaccin développé par l'Institut Pasteur et Merck basé sur le virus de la rougeole, un vaccin développé par Merck et Yavi basé sur le virus VSV, et un vaccin ARN replicatif self-amplifiable développé par Imperial College à Londres. Alors, de la course de la recherche et développement à la vaccination de masse, où en sommes-nous? Donc, quels sont les vaccins qui sont autorisés et qui servent dans ces campagnes de vaccination? Il y a les vaccins inactivés, qui sont essentiellement, effectivement, vous voyez dans le panel de gauche, ceux développés en Chine, donc 3 vaccins, Sinovac et 2 vaccins de Sinopharm, le vaccin de Bharat, le vaccin russe développé par l'Institut Shumakov et un vaccin développé au Kazakhstan. De nombreux vaccins basés sur l'adénovirus, celui d'AstraZeneca, celui de Janssen ou Johnson & Johnson, le vaccin Sputnik russe, le vaccin CanSino chinois, 2 vaccins à ARN messager, Spikevac et Comirnaty de Moderna et BioNTech, des vaccins, un vaccin à ADN, Zydus Cadila en Inde, un vaccin peptidique en Russie et des vaccins sous-unitaires, donc celui de Dynavax, le vaccin cubain, Soberana, un autre vaccin cubain, Novavax, et qui n'est pas encore d'ailleurs approuvé nulle part, mais qui devrait l'être rapidement, et un vaccin chinois. Alors, où en sont les portefeuilles? Qui vaccine avec quoi? Alors, comme vous savez, les portefeuilles de l'Union européenne est limité à un certain nombre de vaccins qui ont été choisis pour leur efficacité et aussi pour la qualité de leur production telle qu'elle a été déterminés par l'Agence européenne du médicament. Ce sont donc les vaccins d'AstraZeneca et de Janssen basés sur l'adénovirus, Moderna, Pfizer-BioNTech basés sur l'ARN messager. Novavax est dans le portefeuille, mais pas encore enregistré, donc pas utilisé.
D'autres vaccins possibles en Europe, donc celui du CureVac, qui est en cours d'instruction à l'Agence du médicament et qui a une efficacité modérée. Et 2 autres vaccins pour lesquels l'efficacité n'est encore pas connue et qui sont dans le portefeuille, donc celui de Sanofi Pasteur, vaccin sous-unitaire, et celui de Valneva, vaccin inactivé. Il y a beaucoup plus de vaccins, heureusement d'ailleurs, dans le portefeuille de COVAX. Donc COVAX est l'initiative européenne pour essayer de s'assurer d'un niveau d'équité dans la distribution des vaccins. Donc les pays avec l'Union européenne, ont créé une initiative qui s'appelle ACT-A, qui est pour l'accélération de toutes les commodités contre la Covid, donc les vaccins, les médicaments, les diagnostics, mais aussi les respirateurs. Et donc, cette initiative a collecté énormément d'argent. COVAX est le bras vaccin de ACT-A et COVAX agit pour la distribution équitable des vaccins, soit par le biais des vaccins que COVAX achète, avec des donations financières faites par ACT-A, ou bien distribue les vaccins qui sont donnés par des pays qui ont acheté des vaccins pour les pays plus pauvres ou qui ont choisi de donner des vaccins qu'ils n'allaient pas utiliser dans leur pays. Alors COVAX a un portefeuille plus large, les mêmes vaccins qu'effectivement en Europe, donc AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech et aussi Novavax, mais également deux vaccins fabriqués par Serum Institute of India, qui sont des génériques, si je peux dire, des vaccins AstraZeneca et du vaccin Novavax. Dans ce portefeuille, il y a aussi les vaccins inactivés chinois, Sinopharm et Sinovac. Il y a potentiellement le vaccin Bharat inactivé, celui de CureVac et toute une série de vaccins qui pourraient rejoindre ce portefeuille et pour lequel on attend encore des données d'efficacité. Alors, où en est-on du nombre de personnes qui ont été vaccinées contre la Covid? Et ça, c'est une diapositive, ça a augmenté maintenant, mais une diapositive du 29 août 2021. Vous voyez que le pays le plus avancé, eh bien, c'est l'Espagne, qui a utilisé son système de soins primaires pour vacciner contre la Covid et qui a eu des résultats excellents. Maintenant, les résultats sont presque un peu plus élevés, mais à peu près 80%, presque 80% de la population a reçu au moins une dose, suivi par la Chine, le Chili, puis la France. La France a démarré très doucement, mais grâce au pass sanitaire, la France a fait énorme progrès. Ensuite, d'autres pays, et comme vous voyez, les grands émergents, l'Inde et la Russie, sont clairement en retard sur la vaccination par rapport aux pays à revenus élevés. Alors, où en est-on d'un point de vue de la vaccination mondiale? Eh bien, on n'en est clairement pas là. Comme vous voyez, le pourcentage des personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin est très élevé. Au Canada, aux États-Unis, dans certains, en Europe, en Chine, dans certains des pays à revenus intermédiaires, comme le Brésil, le Chili, l'Argentine. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que malheureusement, dans les pays les plus pauvres, et en particulier en Afrique subsaharienne, la vaccination est loin d'avoir atteint les niveaux qu'on a dans les pays riches. Et on a ici un véritable problème d'inéquité. Et il est urgent d'accélérer la vaccination dans ces pays. Alors, il ne faut pas pour autant mettre en contraste les décisions de certains pays de donner une dose de rappel aux personnes vulnérables et aux personnes âgées, parce qu'effectivement, on ne peut pas leur reprocher de vouloir empêcher la mortalité chez ces personnes vulnérables, mais il est urgent de ne vacciner que les personnes vraiment vulnérables qui peuvent bénéficier de cette dose de rappel pour éliminer la maladie sévère et la mortalité et réserver autant de doses que possible pour la vaccination dans les pays les plus pauvres. Alors, le déploiement de COVAX, c'était des données de septembre, permet donc de distribuer plus de 230 millions de vaccins. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais il faut savoir quand même il y a eu 5 milliards de doses de vaccins distribuées, donc 230 000, c'est quand même peu.
et à 139 pays ou territoires qui participent à COVAX. Donc, en conclusion, le vaccin a été développé dans un temps record. On parle d'ici d'une année pour le coronavirus, à peine moins d'une année en fait. Et vous voyez que les temps moyens pour le développement d'un vaccin s'avèrent plutôt être de l'ordre de 10 ans. Il y en a eu, suite à ça, une production massive et des campagnes de vaccination efficaces, surtout dans les pays riches et dans les pays à revenus intermédiaires, mais aussi des inégalités flagrantes en matière d'accès. Et donc, malheureusement, on doit constater que le vaccin Covid-19 n'est pas, peut-être pas encore, espérons que ça va le devenir, un bien public mondial. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Voilà,